François Fillon. Mes chers amis, merci d'être là, merci d'être fidèles à votre passion de la France, merci de vouloir, avec moi, donner à notre pays toutes les chances de la réussite. Merci à ceux qui sont à l'extérieur de cette salle et que je salue et que je vous demande d'applaudir. Ce sera le message que nous leur envoyons. On me demande souvent comment vous tenez. Eh bien, je tiens grâce à vous, grâce à votre présence, grâce à votre engagement. Merci à tous les élus. Vous avez remarqué, ils sont tellement nombreux que je ne peux pas les citer. Mais ils symbolisent le rassemblement de la droite et du centre. J'entends des commentaires, en général un peu méprisants, sur cette campagne si difficile. Est-ce qu'il arrive à faire encore campagne? Sur ceux qui feraient campagne sans trop s'engager. Mais soir après soir, les salles sont pleines. Soir après soir, les élus sont là. Ceux qui me soutenaient au premier jour, ceux qui ont pu douter de ma candidature. Et on peut comprendre, compte tenu de la quantité de boue qui s'est abattue sur moi, tous sont là, tous sont rassemblés, parce que nous avons tous un objectif, c'est l'alternance et le redressement de notre pays. Et nous n'en avons pas d'autre. Alors c'est vrai qu'on dérange un peu quand même. Pendant 2 mois et demi, ils ont tapé, tous les jours. Et je suis encore là. Et ils se disent... mais c'est pas possible, c'est pourtant nous qui décidons, c'est nous qui faisons la politique, avec les sondages. Comment ça se fait? Eh bien, ça se fait que le peuple français décidera de qui dirigera notre pays dans 3 semaines. Et personne d'autre. C'est les règles de la démocratie. C'est les règles que tous les élus ici connaissent. Et vous me permettrez, puisque je ne peux pas tous les citer, d'en remercier un, particulièrement, de remercier Christian Jacob. Je veux... Christian et moi, on n'a pas toujours été du même côté. On a eu chacun nos choix, nos champions, nos convictions. Depuis que Christian a rejoint ma campagne, depuis que Christian dirige ma campagne avec Bruno Retailleau, il m'épate tous les jours. Il m'épate par sa force de caractère, il m'épate par sa fidélité, il m'épate par son engagement. Il n'a pas d'état d'âme. Quand il s'engage, il va à fond et je vous assure que ça fait plaisir. Alors c'est grâce à tous ces élus, grâce à vous tous, grâce à votre enthousiasme, grâce à votre présence, que je peux porter haut la voix de la France qui se lève et qui s'oppose à ce pouvoir socialiste qui a tellement échoué. Ce pouvoir qui a accumulé tous les échecs possibles, mais qui a décidé par tous les moyens d'organiser sa succession et d'empêcher l'alternance. Ce pouvoir qui voudrait nous faire oublier combien son bilan pour la France est calamiteux. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les débats, on ne débat jamais du bilan de François Hollande. En général, c'est de mon programme qu'on débat. Je suis venu ce soir vous parler du sens que je donne à ma candidature. Certains s'improvisent candidats par opportunisme, voyant que la France est à terre et qu'on pourrait la prendre, à moins qu'ils ne soient les prête-noms d'un socialisme qui a compris que pour rester aux affaires, il fallait avancer masqué. Ces candidats-là rédigent ensuite sur un coin de table un programme attrape-tout, où il y a beaucoup d'habileté marketing, mais pas beaucoup de convictions claires. Pour ma part, je prépare ma candidature depuis longtemps. Je suis allé à la rencontre des Français. J'ai entendu les plaintes d'un pays qui n'en peut plus du chômage, qui n'en peut plus de la paralysie économique, qui n'en peut plus de la bureaucratie, de l'insécurité. J'ai vu des concitoyens révoltés par l'affaiblissement de notre nation dans tous les domaines.
par l'égalitarisme borné, par la repentance, par la négation de nos valeurs et de notre culture. Alors j'ai écouté, j'ai tiré les leçons de mon expérience pour proposer à la France plus qu'une alternance. Ce qu'avec vous ce soir je veux proposer, c'est un nouveau souffle pour un vrai redressement national. Non, moi je n'ai pas passé ma vie à rêver d'être président de la République comme d'autres qui s'y voient depuis la maternelle. Mais j'ai consacré toute ma vie d'homme au service de la France et à tous les niveaux de responsabilité. J'ai connu toutes les tâches de l'engagement public, des plus humbles aux plus grandes. J'ai développé les équipements et les emplois de ma commune. J'ai soutenu les agriculteurs de mon département. J'ai accompagné nos forces armées sur tous les théâtres d'opération quand j'étais jeune député. J'ai été ministre de la Recherche quand Internet est apparu en France. J'ai réformé France Télécom. J'ai réformé nos retraites sous la présidence de Jacques Chirac. J'ai lutté contre la grande crise mondiale de 2008 aux côtés du président Sarkozy. Avec des résultats dont nous n'avons pas à rougir en comparaison avec les autres pays qui ont été touchés. Tout cela, je l'ai fait avec l'esprit, l'ambition de donner une vie meilleure aux Français et de maintenir la France au rang qui doit être le sien, c'est-à-dire dans le peloton de tête des grandes nations. Et c'est avec cette ambition que je me présente aujourd'hui à la présidence de la République, avec un projet précis, avec un projet sans ambiguïté, sans démagogie, avec un projet qui est exigeant, mais qui est juste. Je me souviens de la France quand j'avais 20 ans. Elle semble si riche, si prospère, si heureuse, en comparaison de celle d'aujourd'hui. C'était une France où les parents pouvaient légitimement espérer pour leurs enfants une vie meilleure. Trouver du travail n'était pas une angoisse. Le terrorisme islamiste n'avait pas encore semé la mort dans les rues du monde libre. Nous avions le sentiment d'être dans un pays qui comptait dans le monde. Nous avions la croissance et notre budget ne partait pas à volo. Et pourtant, le monde de l'époque n'était pas plus facile, mais la France était plus forte. Elle était plus respectée. Et les Français avaient confiance dans leur avenir. Alors qu'est-ce qu'il a pu se passer pour que nous nous retrouvions dans ce marasme qui fait croire à tant de nos compatriotes que la solution pourrait être dans le vote extrême, dans des programmes de régression, de fermeture des frontières? Pourquoi la France est-elle tellement affaiblie alors qu'elle avait tellement d'atouts et qu'elle a toujours tellement d'atouts à faire valoir? Voilà les questions fondamentales qui devraient être au cœur de l'élection présidentielle, les questions que nous devrions tous nous poser. Et le premier courage, c'est d'apporter des réponses lucides à ces questions-là. Eh bien, les réponses, les voici. Celles que tant de gens voudraient que nous taisions. Celles qui sont soigneusement cachées par les autres candidats derrière la hotte du Père Noël qui leur tient lieu de programme. Depuis 1981, c'est la première réponse. Nous avons laissé notre endettement, Charles de Courson, croître dans des proportions irresponsables au lieu de réformer notre État. En 1981, j'ai été élu député pour la première fois. La dette française, c'était 17% de la richesse nationale. Aujourd'hui, c'est 97% de la richesse nationale. Et demain, ce sera 100% de notre richesse nationale. Nous n'avons pas vu qu'un droit social qui prétend trop protéger finit par exclure. Nous avons rigidifié notre marché du travail au lieu de lui insuffler la liberté nécessaire à une société de plein emploi. Nous avons abandonné notre école à des idéologues qui en ont fait un territoire d'expérimentation. Nous avons laissé se développer des compromis hypocrites qui minent notre modèle républicain au lieu de défendre les valeurs qui sont au cœur de l'identité française. Nous avons laissé l'Europe se transformer en technocratie au lieu d'en faire un instrument de développement au service des nations qui la composent. Et depuis 1981, la gauche a verrouillé la pensée au point de rendre le débat impossible sur tous ces problèmes qui sont pourtant essentiels. Et cette situation atteint aujourd'hui son paroxysme dans cette élection où les attaques sont mises en scène avec une régularité sans précédent.
une salve ininterrompue de calomnies à mon endroit, a réussi à étouffer presque tout débat de fond. Les bonnes âmes qui les orchestrent ont compris que la comparaison raisonnable entre mon projet et celui des autres ne serait pas à leur avantage. Et donc elles voudraient nous faire croire que l'élection est déjà faite. À les entendre, vous devriez rentrer chez vous. On pourrait éteindre la lumière de cette salle maintenant. À quoi bon voter finalement? À quoi bon demander son avis au peuple? Le plébiscite médiatique n'est-il pas évident? Circulez, il n'y a rien à voir, les jeux sont faits. C'est la belle phrase de Philippe Séguin en 1995. Ils ont choisi pour vous. Vous allez reprendre une louche de socialisme après avoir bu la tasse avec Hollande. Ça sera la même politique, ça sera les mêmes mesures qui n'ont jamais marché, ce seront les mêmes visages, agrémentés de quelques ralliements hétéroclites. Et puis ça sera le même gâchis, ça sera le même attentisme. Et finalement, ça sera 5 années perdues de plus. 5 années à reculer, 5 années à nous enfoncer parce que nous n'avançons plus. 5 années de trop alors que nous sommes déjà au pied du mur de la dette et en chute libre face aux autres puissances économiques. Et pourtant, nous avons tellement de grandes choses à faire pour étonner le monde. L'excellence de nos talents, de nos savoir-faire technologiques, la qualité de nos infrastructures, la productivité de nos travailleurs, l'inventivité de nos scientifiques, la rigueur de nos ingénieurs, le rayonnement de notre culture, la force de nos armées. Aucun atout ne manque à notre panoplie. On a toujours fait la course en tête, en tout cas le plus souvent au long de notre histoire, en brandissant le flambeau de la liberté, de l'innovation, de la création, de la justice, en un mot, en brandissant le drapeau du progrès. Aujourd'hui, comme autrefois, la place légitime de la France, c'est parmi les premières nations du monde. On ne devrait pas avoir peur de l'avenir. On devrait regarder l'horizon avec envie. On devrait chaque matin être impatient du jour nouveau. On devrait avoir envie de montrer une nouvelle voie. Le monde numérique, c'est un monde de technologie et de culture. Eh bien, la France devrait s'emparer de cette révolution avec confiance, puisqu'elle a toujours rayonné dans ces domaines. Le monde est menacé dans sa liberté par le totalitarisme islamique. La France devrait être au premier rang sur la scène internationale pour défendre la liberté, qui a toujours été son étendard. Alors pourquoi est-ce que nous sommes si loin de ce que nous valons? Pourquoi est-ce que nous sommes à l'écart? Parce que le relativisme a étouffé la fierté française. Parce que notre économie est faible et qu'un pays qui est économiquement faible ne peut pas être un pays politiquement fort. Ici, à Provins, dans cette ville qui a été pendant des siècles une place tournante des échanges économiques en Europe, on sait mieux qu'ailleurs le prix de la prospérité. Il n'y a pas de progrès sans effort. Il n'y a pas de progrès sans cette volonté des hommes et des femmes d'aller conquérir leurs rêves. Il n'y a donc pas de progrès sans liberté. Je ne suis pas devenu subitement ultralibéral comme je l'entends. C'est vrai, je ne suis pas socialiste. Ça, je le confesse. Je suis gaulliste et je reste gaulliste. Ça veut dire que je crois à une économie conquérante. Je crois à une France souveraine qui tient son rang et je crois à une société qui valorise et qui respecte le travail. Et je suis en colère quand je vois tous les grands pays autour de nous qui se portent mieux que nous du point de vue de l'économie et de l'emploi. Les chiffres du chômage en Europe sont parus avant-hier. Ils sont tellement cruels. Allemagne, 3,9% de chômage. France, 10% de chômage. Je me souviens de cette vieille formule qu'on nous apprenait autrefois, non sans fierté, impossible n'est pas français. Eh bien, si on écoute les dirigeants socialistes et les extrêmes, en vertu d'on ne sait quelle malédiction, tout ce qui est possible aux autres nations serait impossible pour les Français. Diminuer la dette? Impossible. Vous avez entendu hier. Ils ne vont pas la diminuer, hein. Il y en a un qui veut en mettre 175 milliards supplémentaires, une autre 150 milliards supplémentaires. Le plus modeste, c'est encore Benoît Hamon avec 71 milliards supplémentaires. Ramener les effectifs de la fonction publique ou des fonctions publiques dans des proportions raisonnables, qui sont celles de nos voisins, mais tout simplement qui étaient celles de notre pays
Au début des années 2000, impossible. Travailler jusqu'à 65 ans, ce qui est l'âge moyen de départ en Europe, impossible. Établir des quotas pour l'immigration, pour choisir l'immigration et faire en sorte qu'elle soit toujours liée à nos capacités d'accueil, impossible. Supprimer les 35 heures qu'aucun autre pays au monde n'a jamais instauré, impossible. Aller vers le plein emploi comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne, impossible. Impossible parce que M. Mitterrand l'avait dit, contre le chômage, on a tout essayé. Et M. Hollande, quant à lui, vous vous en souvenez peut-être, a dit plus récemment, on n'a pas eu de bol. Les autres pays ont du bol, mais pas nous. Mes amis, un pays dont les dirigeants comptent sur la seule chance pour réussir et pas sur la justesse de leur politique est un pays qui a du souci à se faire. Nous sommes les seuls pour qui tout est impossible. Toute proposition forte serait trop dure, trop radicale. Ne réformez rien, malheureux, tout va s'écrouler. Comme si la France était devenue une sorte d'immense Mikado où le premier qui bouge a perdu. Alors que c'est précisément le contraire. C'est à cause de notre immobilisme que nous nous effondrons. Impossible est devenu français. Désespérément français. Et je pourrais continuer longtemps. Faire exécuter les peines de prison qui sont prononcées, impossible. Notre école dégringole dans les classements internationaux. En sciences, nous étions en tête il y a 20 ans, maintenant nous sommes très loin derrière. Et ce sont les pays asiatiques qui font la course en tête. D'année en année, nous avons allégé les programmes, renoncé à toutes les exigences. Bientôt, nous enseignerons au baccalauréat ce qu'on apprenait autrefois au collège. Pourquoi ? Pourquoi ? Mais parce que vous vous rendez compte, apprendre, c'est peut-être possible pour les Coréens, mais pas pour les Français. Impossible, c'est trop difficile. Je suis le seul candidat à ne pas considérer que la France est une île coupée du monde, où l'on peut faire tout ce qu'on veut. Une île où l'on peut s'endetter tant et plus, travailler toujours moins, abaisser le niveau de notre école, et tout ça sans jamais en subir la moindre conséquence, et en s'auto-congratulant sur nos services publics, qu'on ne compare jamais aux autres, et en déplorant la fatalité du pas de bol, pour expliquer au peuple pourquoi on coule au lieu de décoller. Mon objectif, ce n'est pas de faire de la France le premier pays au monde à passer à 32 heures. Mon objectif, ça n'est pas de nous faire descendre directement en deuxième division, en fermant les frontières, en revenant au franc. Et mon objectif, ce n'est pas de continuer la politique hollandaise du pas de bol et du pas de vague, comme le fera M. Macron, qui en a été l'inspirateur. Mon objectif, c'est de faire de la France la première puissance européenne en 10 ans. C'est-à-dire un pays qui donne du travail à tous ses citoyens et qui donne un avenir à tous ses enfants. C'est-à-dire un pays qui puisse orienter l'Europe plutôt que de la subir. C'est possible, c'est nécessaire, c'est urgent. Et si je suis élu, je veux vous dire que je donnerai dès les premiers jours une impulsion décisive en brisant les fers que nous nous sommes mis nous-mêmes aux pieds. Oui, je m'attaquerai à tout ce qui freine l'embauche, le développement des entreprises, l'investissement des capitaux français. J'allégerai les charges sociales pour tous les salariés et je les exonérerai pour l'embauche d'un jeune en alternance. J'en finirai avec les 35 heures en donnant aux salariés et aux entrepreneurs la liberté de négocier ce qui est bon pour eux. Je simplifierai notre code du travail qui paralyse les embauches. Je doublerai tous les seuils sociaux pour aider les petites entreprises à grandir, alors qu'elles préfèrent ne pas se développer pour s'épargner des démarches fastidieuses. Je refondrai la fiscalité du capital pour les capitaux français, parce que je veux que les capitaux français cessent de fuir à l'étranger et je veux qu'ils soient investis ici, en France, dans l'économie française.
Il y a 10 ans, je parlais de l'État en faillite. Mais rien n'a changé. Chaque année, nous empruntons sur les marchés financiers des sommes colossales pour payer les salaires de nos fonctionnaires, pour financer notre protection sociale. Et ce qui est encore plus absurde, pour rembourser notre dette elle-même. Mes adversaires font semblant de l'ignorer ou considèrent étrangement que ce n'est pas grave. Au jeu de la grenade dégoupillée, ils espèrent simplement ne pas être celui qui la tiendra quand elle va exploser. Je suis le seul dans cette campagne à vouloir rompre résolument le cercle vicieux de la dette publique. C'est l'un des plus grands défis que la France ait à relever pour renouer avec la confiance. Il est traité comme un détail par mes adversaires, y compris par ceux qui n'ont que le mot souveraineté à la bouche, comme si la dette n'était pas de fait une perte rampante de souveraineté. Pourtant, comment ne pas voir que le désendettement, c'est la condition d'un État fort, respecté, d'un État qui est maître de son destin. Il n'est pas admissible de faire peser ce fardeau sur les générations futures et sur les plus modestes, qui seraient les premiers touchés par l'effondrement de notre modèle de solidarité. En réalité, ce que nous sommes en train de faire, c'est que nous sommes en train de préparer pour cette génération-là le paiement des dépenses sociales de la génération qui est dans la salle. Voilà, c'est ça la vérité. Notre sphère publique est devenue un poids pour notre pays alors qu'elle devrait en être le premier soutien. Il faut la réformer en profondeur. Il ne faut pas faire moins, il faut faire mieux. Sur l'ensemble du quinquennat, je veux réduire les effectifs des fonctions publiques de 8%. Ça fait un peu plus d'1,5% par an. C'est une nécessité pour rembourser la dette. C'est un objectif raisonnable. Et ça nous replacera dans la moyenne des grands pays qui nous entourent et qui ne sont pas moins bien administrés que nous. Je ne demande pas aux Français de se serrer la ceinture. Je dis au contraire qu'il est temps que l'État cesse de prélever toujours plus sur leur travail, sur leur patrimoine pour alimenter son train de vie. Je dis que l'État n'a pas besoin d'être obèse pour être efficace et qu'en étant plus moderne, il sera infiniment plus respecté. Mon projet n'a rien à voir avec je ne sais quelle austérité. Il est là au contraire pour l'éviter, cette austérité. Parce qu'elle viendra si nous ne sommes pas en mesure de mettre de l'ordre dans nos finances publiques. Elle viendra le jour où, après quelques années de revenus universels, de 32 heures, nous connaîtrons le destin malheureux de la Grèce. Le jour où, avec nos francs en poche, nous ne pourrons plus payer nos fonctionnaires et verser les retraites. Le jour où les conseillers du Fonds monétaire international débarqueront dans nos ministères et nous dicteront froidement ce qu'il faut faire pour amadouer nos créanciers. Oui, nous devons nous retrousser les manches. Parce que pendant que nous discutons de la fin du travail, de par le monde, des millions d'hommes et de femmes se lèvent chaque matin avec la rage de réussir au ventre et la volonté d'assurer par leurs efforts, par leur travail, un avenir plus beau à leurs enfants. Je vous dis que ces efforts, ils nous ouvriront la porte du succès, d'un succès que nous n'osons même plus imaginer. Oui, on peut donner du travail à tout le monde. Oui, on peut créer de la richesse, on peut redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et mon projet, je l'ai d'abord construit en pensant à ceux qui sont au chômage, parce que les entreprises ont peur d'embaucher. Je l'ai construit en pensant aux travailleurs dont les salaires sont écrasés par les charges. Dès le 1er juillet 2017, je diminuerai les cotisations salariales pour donner un gain de 700 € par an à un couple qui travaille. C'est pratiquement le montant d'une facture d'électricité. Je l'ai construit en pensant à ces ouvriers qui préfèrent travailler un peu plus plutôt que de ne plus travailler du tout. Je l'ai construit en pensant aux retraités dont les pensions sont si faibles alors qu'ils ont travaillé toute leur vie. Oui, j'augmenterai les petites pensions de moins de 1 000 €. Oui, j'augmenterai les pensions de réversion. Je l'ai construit en pensant aux artisans qui n'en peuvent plus du RSI. Oui, je le réformerai en profondeur, en créant une vraie caisse de protection des indépendants. Je l'ai construit en pensant aux professeurs dont l'autorité est contestée dans la classe et à qui on demande tout, sauf de faire leur métier, qui est de transmettre des savoirs. Je l'ai construit en pensant aux agents de nos fonctions publiques. Je les respecte. Leurs missions sont parmi les plus nobles. Et d'ailleurs, moi, je les respecte beaucoup plus que les illusionnistes
qui propose de créer des dizaines de milliers de postes de fonctionnaires d'un coup de baguette magique. La conséquence de cette facilité du toujours plus, on la connaît. C'est le gel des salaires, c'est l'absence de perspective et c'est la déconsidération. Moi, je veux qu'ils soient les agents d'un État moderne, efficace, d'un État qui soit plus à l'écoute des citoyens qu'il a à servir, à protéger et à encourager. Mon projet, je l'ai construit en pensant à la jeunesse. Je veux dire à ceux qui ont 20 ans que je me bats pour eux et que nous avons besoin d'eux. Je me bats pour eux parce que je ne veux pas qu'ils commencent leur vie dans un pays à la traîne, un pays qui vous fait comprendre que votre réussite passe par l'expatriation. Je sais qu'à 20 ans, on ne rêve pas de revenu minimum. À 20 ans, on ne rêve pas de 32 heures et de retraite. À 20 ans, on veut dévorer la vie et on veut prouver sa valeur. À 20 ans, tout est possible. Aucune ambition n'est trop élevée. C'est cet élan que la France doit retrouver grâce à vous et pour la jeunesse de France. Et je dis aux jeunes de France, aidez-moi à percuter toutes ces vieilles cloisons bureaucratiques qui cadenassent le marché de l'emploi. Aidez-moi à développer les nouveaux métiers de l'avenir. Aidez-moi à faire triompher les valeurs de l'audace et de la réussite. Aidez-moi à transformer notre modèle économique et social. Il y a tellement de bastilles sur notre chemin, tellement de barricades intellectuelles, tellement de défenseurs du statu quo qui nous expliquent qu'il faut mieux revenir en arrière, qu'il faut mieux marcher à petits pas plutôt que de courir vers l'avenir. Moi, à 20 ans, si on me demandait ce que je voulais faire, je répondais guide de haute montagne. Et je grimpais les sommets des Pyrénées en prenant parfois des risques que je n'aurais jamais dû prendre. Eh bien, je pense à vous qui entrez dans un monde où les parcours seront variés, où les parcours seront innovants, où ils seront créatifs, dans un monde où on passera de moins en moins sa vie dans des grandes structures bureaucratiques, hiérarchisées, dans un monde où la capacité à tisser des liens, à voyager, à s'ouvrir aux autres, à travailler en équipe sera déterminante. L'avenir du travail, c'est la liberté. L'avenir du travail, c'est l'indépendance. C'est pour chacun la maîtrise de son destin. C'est l'invention de nouvelles formes de vie. Eh bien, moi, je veux une France qui soit à l'avant-garde de ce nouveau monde. On est à l'aube d'immenses révolutions économiques et sociales. L'intelligence artificielle va bouleverser nos transports, nos villes, nos industries. La génomique va bouleverser notre médecine. Autant de territoires nouveaux qu'il faut que la France explore. Autant d'opportunités à exploiter. Oui, moi je veux une France qui soit en pointe dans le défi technologique, en utilisant toutes les ressources de la technologie, du traitement des données, pour optimiser la consommation d'énergie, pour optimiser les transports. Il faut qu'on se saisisse de ces progrès. Il faut qu'on soit aux avant-postes. Il faut qu'on ait l'ambition d'être les premiers. Et si la France ne s'y engage pas dans cette voie-là, eh bien d'autres s'y engageront à notre place et nous serons leurs vassaux. Alors pour vous qui avez 20 ans, je veux reconstruire une France qui soit une terre de création, qui soit une terre d'innovation. Je veux qu'on construise ensemble une France qui encourage, qui donne de l'élan, qui donne des forces à ceux qui ont toute la vie devant eux. Il ne faut jamais oublier le but ultime des réformes qu'on propose. Une France plus forte, un avenir meilleur, une société réconciliée. C'est notre devise, la liberté, l'égalité, la fraternité. Mais une devise, ça ne doit pas être un slogan. Ça doit être un programme d'action. Et tout au long des 3 années que j'ai passées à préparer ce programme, avec beaucoup d'entre vous, les Français m'ont dit « Arrêtez de nous étouffer sous les taxes. Arrêtez de nous étouffer sous les réglementations tatillonnes. » Les Français ont le sentiment que la liberté, qui est pourtant le fondement de notre République, qui est le premier terme de la devise française, a été complètement oublié. Alors oui, liberté à la liberté, c'est d'abord le fondement du programme que je propose. Puis il y a l'égalité. L'égalité qui est au fond la vraie condition de la liberté. Mais moi, je ne crois pas à l'égalité au cordeau. Je ne crois pas à l'égalité qui bride les initiatives, qui nivelle par le bas, qui enferme chacun dans la même moyenne, loin de ses aspirations, loin de ses rêves. Je crois au contraire à une égalité active, à une égalité dynamique. Je crois à une égalité qui dit à chacun, quelles que soient tes origines, quel que soit le lieu d'où tu viens, tu as les mêmes chances, tu as les mêmes droits. Rien n'arrêtera ton courage et rien n'arrêtera tes mérites.
Je crois à cette égalité qui accorde autant d'estime au travail manuel qu'au travail intellectuel. À cette égalité qui accorde autant d'estime à l'artisan épris de perfection qu'au professeur dévoué. Autant d'estime à l'entrepreneur qui invente son activité qu'au fonctionnaire qui est animé au plus profond de sa conscience par le sens de l'intérêt général. Je crois à cette égalité des dignités qui fait qu'au-delà des conditions matérielles, quels que soient les parcours, chacun est créditeur vis-à-vis de tous du même respect et de la même reconnaissance. Je crois à cette égalité entre tous qui interdit qu'on considère la France comme une juxtaposition de communautés ou qui placerait je ne sais quelle coutume au-dessus des lois de la République. Il n'y a pas de communauté, il n'y a pas de coutume au-dessus des lois de la République. Et puis il y a la fraternité. On est tous différents, mais aucun d'entre nous n'est indifférent à l'autre. Une complicité et une amitié instinctives nous tiennent ensemble. La fraternité, c'est ce qui caractérise une société soudée, une société qui se rassemble autour de sa langue, de sa culture, de ses joies partagées et de son drapeau. La fraternité, c'est ce trésor commun légué par des siècles d'histoire dont nous sommes les héritiers et les gardiens. La fraternité, c'est ce trésor commun légué, c'est aussi ce système de solidarité sociale, médicale, territoriale, dont la France a raison d'être fière. Ce système qui ne veut laisser personne au bord de la route et qui veut donner à chacun la même protection. Il doit être préservé en retrouvant par la croissance les moyens de le financer de manière souveraine. Nous ne devons pas abandonner notre modèle, nous devons le transformer pour que les générations futures ne soient pas submergées par nos dettes. Nous devons le transformer pour qu'il ne soit pas le substitut des emplois que nous n'arrivons pas à créer, mais pour qu'il soit bien le complément efficace d'une société de liberté, de confiance et de plein emploi. Nous devons le transformer pour faire face aux défis d'aujourd'hui, le handicap, le très grand âge, la dépendance qui touche de plus en plus de familles, la grande pauvreté, mais aussi l'aménagement de notre territoire qui est frappé au cœur par de nouvelles inégalités, en particulier dans l'accès aux nouvelles technologies de l'information qui sont vitales désormais pour la croissance et le développement des territoires. Il n'y a pas de liberté, il n'y a pas d'égalité, il n'y a pas de fraternité dans une société où l'État renonce à exercer l'autorité qui lui revient et laisse à des gangs ou à des groupuscules le soin d'imposer leurs lois qui ne sont pas les lois de la République. Lorsque dans certaines cités, les services publics ont dû fermer à force de dégradation, que dans certaines cités, les pompiers et la police ne s'aventurent qu'avec peine, dans une ambiance de guerre ouverte, lorsque dans nos villages et nos campagnes même, la délinquance gagne du terrain, alors ce sont les droits élémentaires des Français qui sont foulés aux pieds. Lorsque les professeurs ont peur devant leurs élèves, lorsque les forces de l'ordre ont peur devant les délinquants, la vie en commun devient impossible. Lorsque la laïcité recule au nom des prétendus accommodements raisonnables, lorsque l'égalité entre les hommes et les femmes est remise en question dans certains quartiers, lorsque l'antisémitisme progresse, la liberté, l'égalité et la fraternité ne sont plus que l'ombre d'elles-mêmes. Oui, il faut remettre au centre de la République les institutions qui sont les piliers de l'autorité, l'école, la justice, les forces de sécurité et la famille. Et la famille. C'est la destruction ou l'affaiblissement de toutes ces institutions qui nous place aujourd'hui dans la situation de faiblesse dans laquelle nous sommes. Et je voudrais dire un mot pour finir de la transmission qui découle de l'autorité. Car pour la recevoir, il faut que les élèves, les enfants, les citoyens se mettent en situation de recueillir ce qui leur est transmis. Mais encore faut-il qu'au début de la chaîne, on veuille transmettre un enseignement. Comment transmettre à l'école
quand on estime que l'élève peut seul juger du bien fondé de ce qu'on va lui transmettre? Comment transmettre quand certains pédagogues fumeux estiment que la connaissance des savoirs fondamentaux est facultative, que l'histoire de France est vue avec le seul prisme de la repentance et de la culpabilisation? Lorsqu'une société renonce à transmettre, c'est le signe qu'elle est menacée de déclin. Ça veut dire qu'elle ne croit plus assez en elle-même pour juger bon de se prolonger à travers ses descendants. Sans passé dont elle peut être fière, la société n'a plus d'ambition pour son avenir. Elle est comme un bateau sans quille qui va se coucher à la moindre tempête. Qu'est-ce qu'une nation sinon avant tout l'ardente obligation de transmettre un patrimoine culturel, spirituel, historique? Cette conscience d'une aventure commune au fil des siècles nous rassemble tous et elle nous engage, même si on est venu d'ailleurs. Parce qu'on ne vient pas dans une maison sans respecter la maison. Enfin, si l'autorité fonde la vie en commun et si la transmission inscrit la nation dans la durée, la souveraineté la sauvegarde face au péril. Parler de souveraineté, ce n'est pas faire le jeu du nationalisme. C'est au contraire interdire aux nationalistes de revendiquer le monopole de cette question que tout patriote sincère se pose. Défendre notre souveraineté, c'est défendre l'idée que l'indépendance du peuple français est aussi indispensable à nos concitoyens qu'elle est au monde. Qu'elle n'est jamais si grande, comme le disait Malraux, que lorsqu'elle est la France pour tous les hommes. Parce qu'il existe un pacte plusieurs fois séculaire entre la France et la liberté des peuples. Alors loin de nous restreindre, loin de nous replier, la souveraineté nous enrichit et elle nous grandit. Et elle redonne à notre nation cette capacité d'initiative dans l'Europe et dans le monde que nous avons perdue. Alors mes chers amis, dans quelques jours, ce sera le moment de vérité. On ne peut plus attendre. On ne peut plus repousser les réformes. 5 ans d'immobilisme, de plus, ça sera 5 ans de trop. C'est cette bataille pour le sursaut que je mène avec vous. Cette bataille, je vous le dis, on peut la gagner et on va la gagner. Ne vous laissez pas faire. Ne vous laissez pas intimider. Tout est fait dans cette sélection pour favoriser le désarroi, le renoncement. Tout est fait pour masquer les véritables enjeux, pour détourner les Français de la seule question qui vaille, celle du destin de leur pays. Alors mes amis, si comme moi vous n'êtes pas dupes, si vous êtes aussi comme moi révoltés, alors prenez les choses en main. Bousculez les scénarios écrits par d'autres que vous. Montrez-leur qui vous êtes. De tous les candidats, je suis le seul qui est à proposer à la France autre chose qu'un repli suicidaire, qu'un écran de fumée ou qu'un statu quo déplorable. Je suis le seul qui a un cap. Je vous propose de relever notre pays et nous allons réussir. Voyez l'histoire de France dont nous sommes les héritiers. Voyez tous les combats menés pour la liberté, pour la justice, pour l'honneur. Voyez notre incroyable volonté d'aller de l'avant. Partout, je vois des Français inventifs, je vois des Français solidaires, je vois des Français courageux. Notre puissance productive, notre savoir-faire agricole, technologique, industriel, le rayonnement de notre culture, notre expérience militaire, on a entre les mains une force qui ne demande qu'à s'accomplir. Mais pour ça, il faut changer de politique et il faut changer de logiciel. Eh bien, moi, je m'y engage. Et je m'y engage avec un projet précis et conquérant. Parce que je veux incarner la fierté d'une nation qui ne se laisse jamais abattre. Je veux incarner la fierté d'une nation qui va tout faire pour l'emploi, qui va tout faire pour l'initiative. Je veux offrir à la jeunesse le pays de tous les possibles. Je veux offrir pour les entrepreneurs, les travailleurs, les artisans, les agriculteurs, la liberté qui va leur permettre de réussir. Je veux défendre la vocation des fonctionnaires, des policiers, des enseignants, des infirmières, des militaires qui servent le bien public. Je serai aux côtés des familles, qui sont le creuset de la France. Je veux tendre la main aux blessés de la vie, parce que personne ne doit être laissé sur le bord du chemin. La République sera debout. Inflexible, je le serai face à la violence et à la délinquance. Quelles que soient nos professions, quelles que soient nos religions, quelles que soient nos origines,
nous serons tous pour la France, autour de ses valeurs, autour de ses plus belles traditions. Et dans ce monde tourmenté, qui ne voit que nous avons besoin de nous rassembler comme jamais, de nous rassembler face à la pression des géants économiques, que sont la Chine et les États-Unis, de nous rassembler pour affirmer la place de la France au cœur de la civilisation européenne, de nous rassembler contre le totalitarisme islamique, qui rêve d'abattre nos valeurs. Je ne céderai rien. C'est nous qui vaincrons ces fanatiques. Alors, mes amis, je veux qu'on arrête de baisser les yeux. Je veux qu'on redresse la tête. Je veux que chaque Français soit fier d'être Français. J'ai en moi une force, et cette force, je la mets au service de notre pays. J'ai un projet, il est solide, il est conquérant, et il sera, avec votre aide, victorieux. En 2 ans, on rallumera les moteurs de notre économie. En 5 ans, on redeviendra un pays de plein emploi. Et dans 10 ans, nous serons la première puissance européenne. Nous allons réussir, parce que rien n'arrête un grand peuple qui se dresse pour son avenir. Vive la République, vive la France. Je savais pas que c'était à 3 heures.